tout cas de choisir cette session. Il y a toujours plein de sessions en même temps. C'est toujours un honneur d'être dans la grande salle qui est filmée. Par contre, il y a toujours ce dilemme de se dire bah tiens, c'est filmé donc je vais aller voir autre chose. Donc merci d'avoir choisi de voir en live. J'en profite pour remercier les sponsors. Il y a des sponsors dans la salle ou pas? Oui, bah merci à vous de permettre à ce que cet événement puisse avoir lieu. Donc c'est un événement auquel je participe depuis un certain temps et qui me tient à cœur. Et donc c'est pour ça que je vous amène toujours des sujets qui me tiennent à cœur aussi. Et ce sujet en particulier me tient à cœur parce que c'est une conférence qu'on m'a demandé de faire en fait en ouverture d'Agile Laval. Et donc moi je voulais... Pour une keynote, j'ai toujours cette impression qu'il faut faire un truc un peu exceptionnel, entre guillemets. Sans pour autant dire que c'est une conf exceptionnelle, mais en tout cas, j'ai voulu faire un truc spécial. Et du coup, c'est une conférence qui vraiment parle de la manière dont moi je travaille et dont je fais les choses. Donc c'est assez personnel sous un certain angle, mais c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. OK ? Donc je vais démarrer tranquillement. Donc on va parler de développer l'intelligence de l'action. Moi je mets pas de chat ou pas tout le temps. Moi je suis un fan de corgi. Je pense que j'aurai jamais d'animaux, mais en tout cas je suis fan de corgi, donc voilà. C'est la première photo qui va lancer un petit peu la chose. Donc développer l'intelligence de l'action. Donc je m'appelle Olivier My, coach agile. Et on va parler un peu de tout ça. Voilà. Première question qu'on pourrait se poser derrière ça, c'est ça veut dire quoi intelligence de l'action? D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire, intelligence de l'action? Rien. Ça veut rien dire. Au contraire, qu'est-ce que vous comprenez derrière ça? Peut-être. Donner du sens, il y a autre chose? Alors c'est une piste, effectivement. Je vous pose la question parce que voilà, moi j'ai un sens, mais c'est intéressant de voir comment ça émerge chez vous. Savoir agir. Alors tu peux aller plus loin, savoir agir? En fait, quelle décision prendre, quelle action mettre en place? Oui, ok, très bien. Bonjour à vous. Pardon? C'est dans le moment. Ah, tu peux aller plus loin? C'est l'action qu'on prend dans le moment. C'est là où il faut être intelligent. C'est ça que tu veux dire, ça? Alors, il manque des petits éléments, mais il y a de ça. D'accord, il peut y avoir de l'instantané autant qu'il peut y avoir en fait de la distance, mais je vais vous expliquer ce que j'entends derrière. D'accord, mais tu vas voir en fait la petite nuance que j'entends derrière. Donc derrière intelligence de l'action, en fait, pour ça, il faut que je vous explique un peu comment moi je fonctionne dans ma vie de tous les jours. Si en fait on considère que la personnalité se divise en trois, d'accord, on peut considérer qu'elle se divise sous ces trois angles-là, d'accord, avec un mental qui nous permet de réfléchir, d'avoir des raisonnements logiques et de nous projeter en fait dans l'avenir, des émotions qui nous permettent de ressentir des choses, mais aussi de créer des liens avec les autres, et enfin en fait un capital d'action qui nous permet en fait de nous mettre en mouvement et de générer du changement entre guillemets dans notre vie et d'avoir un peu le contrôle sur ce qui se passe. D'accord ? Donc si on divise la personnalité en fait en trois, on pourrait aller en fait avoir ces trois éléments-là. Et on a tous ces trois éléments-là, normalement. D'accord ? Vous avez tous la capacité de réfléchir un minima, de ressentir un minimum d'émotions et enfin de vous mettre en mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que selon certains modèles de la personnalité, ils vont vous dire, bah tiens, il y a une certaine hiérarchie qui se crée en fait dans ces trois-là. C'est-à-dire qu'on a beau avoir ces trois-là, on ne va pas tous les solliciter en fait de la même manière. Et ce qui est intéressant en fait quand on travaille sur cette hiérarchie-là, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui est pour nous le préféré. C'est celui qui est en premier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en premier? C'est quelque chose en fait qu'on surutilise, mais sur lequel en fait on a une belle image. C'est quelque chose en fait qu'on va valoriser. Le deuxième est celui qui va être en support. Il va soutenir le premier. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le dernier. Le dernier est celui qu'on considère comme étant réprimé, pas qu'on ne sait pas l'utiliser, mais que c'est celui qui est le plus dur à déclencher. Et c'est celui qui est le plus douloureux.
D'accord ? Dit autrement, c'est celui qu'on veut éviter au maximum lorsqu'on est un peu fatigué. Dit autrement, sous cette lumière-là, moi, ma hiérarchie à moi, elle est comme ça. J'ai l'émotion en premier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est justement cette dimension de comment est-ce que je vis les choses et comment est-ce que je crée le lien avec les personnes. La deuxième chose, c'est que tout ça, c'est soutenu par le mental. C'est pour ça que la plupart du temps, je parle de modèles et de théories, etc. D'accord ? Mais ce n'est jamais les modèles et la théorie pour ça. C'est généralement pour créer le lien et les relations. Mais par contre, s'il y a bien un truc qui est douloureux pour moi, c'est de me mettre en mouvement et de faire des trucs. D'accord ? C'est pour ça qu'en tant que coach, ça marche pas mal. D'accord ? Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre chez moi, c'est qu'effectivement, me mettre en mouvement, me mettre en action, c'est quelque chose qui est douloureux. D'accord ? Il y a ce côté où forcément, vous voyez que l'émotion et le mental sont en premier, donc je vais essayer d'évaluer au maximum des stratégies qui vont me permettre de faire le moindre effort. D'accord ? Parce que en fait, c'est quelque chose qui est douloureux pour moi. Donc en fait, si on l'applique au domaine de la transformation ou le domaine en fait, de la stratégie, c'est ça que je veux mettre derrière. C'est qu'en fait, je vous ai déjà expliqué, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est-à-dire que mes décisions elles sont pilotées par la manière dont je vis les choses et la manière dont les autres vivent les choses. Ces décisions sont soutenues par la logique, la raison. Et donc le troisième, et en dernier lieu, j'agis. D'accord ? Donc c'est bien ce que je vous ai expliqué. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à votre propre hiérarchie. Et si dans la journée vous voulez en discuter, on peut très bien discuter. C'est très, très, très marrant. Surtout quand on a le même dernier, c'est très marrant. D'accord ? Donc, dans le domaine de l'accompagnement, et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, ce que je considère comme étant des intelligences, c'est les deux éléments au-dessus, mais il peut y avoir d'autres éléments que l'émotion et le mental. Il peut y avoir l'intelligence situationnelle, il peut y avoir l'intelligence... donc là, je parle d'intelligence émotionnelle, je parle de l'intelligence intellectuelle, bien évidemment, mais tout ce qui est autour de l'intelligence. Et qu'est-ce que je mets derrière l'intelligence ? C'est tous les pointeurs qui peuvent nous permettre, en fait, justement, d'agir en dessous, de manière informée, d'accord ? D'avoir l'action juste. D'accord ? Donc par rapport à ce que vous avez décrit, c'est bien ça l'idée. C'est comment est-ce que je développe un ensemble de lentilles qui me permettent en fait de naviguer dans les situations que je vais rencontrer, de manière à pouvoir agir dans le juste efficace, parce qu'on va quand même pas trop se fatiguer. D'accord ? Donc, pour vous expliquer que développer l'intelligence de l'action, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire quand j'interviens dans des équipes, des organisations, mais c'est aussi parce que c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Parce que c'est quelque chose qui est douloureux pour moi de faire des choses qui effectivement ne sont pas efficaces. Ça va ? Ça redonne du sens ? Très bien. Juste avant de rentrer un petit peu dans tout ce que je vais vous raconter, je vais juste vous donner un peu vous expliquer en fait le cœur de cette conf. C'est une conférence après laquelle vous risquez de sortir avec plus de questions. D'accord, c'est normal. C'est beaucoup de pointeurs. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails de tout ça, mais c'est beaucoup de pointeurs, il y a beaucoup de contenu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vu une conférence qui s'appelle Le paradoxe du poisson rouge que j'avais fait. C'est à peu près aussi dense. D'accord ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui scribent en ce moment, mais ça va être tendu pour vous. C'est juste pour ça, au cas où. Ok, donc je donne un peu de contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet. Dernièrement, donc, j'ai étudié un peu la théorie des organisations. Donc, pour vous expliquer un peu en quoi c'est intéressant, c'est que la théorie des organisations, ça nous explique comment les organisations fonctionnent et comment est-ce qu'elles interagissent avec leur environnement. L'intérêt, c'est que ça nous permet, le cas échéant, en fait, de concevoir des organisations les plus efficientes, les plus efficaces et responsables. Donc efficientes qui réussissent à faire l'action juste, efficaces qui réussissent à atteindre leurs objectifs et responsables, comme vous pouvez le comprendre. Dans la théorie des organisations, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours 3 éléments à bien avoir en tête. Et c'est quelque chose en fait, que je vous inviterai à bien garder en tête lorsque je parlerai de la suite. La première chose, c'est que même étudiés individuellement, tous les sujets ou toutes les thématiques sont interconnectés. C'est juste qu'on a besoin de les séparer pour pouvoir en fait les étudier. D'accord ? Mais comprenez bien que tous les sujets que je vais évoquer après, ils sont bien tous interconnectés. La deuxième chose, c'est qu'on utilise la théorie comme une lentille. Ce n'est pas une vérité à part entière, mais c'est juste une manière de voir une situation. D'accord ? Et parfois, le fait de changer de lentille nous permet de trouver des chemins qu'on n'aurait pas pu trouver autrement.
Et enfin, ce qui est intéressant, c'est surtout d'appliquer la théorie. D'accord ? Une théorie seule n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je ne connaissais pas et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvée intéressante, qui est celle-ci, qui vient de Kurt Lewin. En fait, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. D'accord ? Ce que je trouve intéressant lorsque, des fois, j'échange avec des personnes qui me disent, bah tiens, alors c'est trop théorique ce truc-là, je veux plus de pratique. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà dit ça, mais je trouve ça intéressant parce que la plupart des théories en tout cas que je retiens, c'est souvent parce que j'ai réussi à avoir une application pratique dans ma tête. D'accord ? Donc, toujours faire ce travail-là. Quand vous avez une théorie qui arrive, essayez vraiment en fait, de faire la contextualisation pratique, et c'est ça qui va vous permettre de la retenir. D'accord ? Donc, tout ce que je vais raconter par la suite aussi, c'est pareil. Tout est interconnecté, ce sont des lentilles, et on va essayer au maximum en fait, de la rendre applicable dès que possible. Dans la théorie des organisations, on décrit donc différentes approches, différentes lentilles sur les organisations. Je vais vous parler de 2 lentilles en particulier. D'accord ? La première lentille, c'est qu'une organisation va dans l'approche du management classique et scientifique. D'accord ? Ce sont des sortes de courants de pensée. D'accord ? Et la deuxième approche, c'est le constructionnisme social. Vous avez déjà entendu parler de ce terme constructionnisme social, donc c'est un peu barbare, mais vous allez voir un peu ce qu'il y a derrière, c'est très intéressant. Alors, si je commence par la première approche, donc le management classique et scientifique. Donc vous voyez que ça commence en 1900, donc c'est quelque chose qui est quand même assez vieux. C'est qu'on voit l'organisation comme une machine. D'accord ? Comme une machine, c'est-à-dire qu'elle est rationnelle, efficiente, hiérarchique et mécaniste. On considère que la réalité est objective, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'étudier les faits, de les analyser, et c'est ça qui va nous permettre en fait, de prédire le futur. Ça va ? Je dis ça, on considère que la réalité, en fait, c'est quelque chose qui est. Il suffit de l'étudier, et après, on va pouvoir prévoir la suite. Et donc, les principes généraux, quand on est dans cette approche-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on prend le travail, on le divise, on formalise, on standardise les choses. Souvent, il y a des managers qui disent aux autres comment faire et on cherche la meilleure manière de faire. Et c'est quelque chose qu'on peut automatiser, etc. C'est quelque chose qui vous parle ? D'accord ? 1900, hein. OK ? Le constructionnisme social, donc vous voyez que c'est un peu plus récent. Et donc je mets bien sûr les dates de début. Donc, vu que ça vous parle la partie mécanique de l'organisation, c'est que c'est quelque chose qui est toujours en fait d'actualité au sens où comment c'est vécu. Constructionnisme social est plus récent. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Lui, il considère en fait que l'organisation n'est pas une machine, mais c'est une culture. Donc vous voyez, c'est déjà plus flou. Avec une vision partagée, un ensemble de valeurs, donc de comportements, des rituels, des histoires et des sous-cultures. Mais c'est là qu'il y a la grande différence, c'est que la réalité, entre guillemets, est considérée comme étant co-construite. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la réalité dépend en fait des conversations que vous avez, du groupe social dans lequel vous êtes, et la réalité est socialement co-construite. D'accord ? Ce qui est pas mal différent de considérer que la réalité est et qu'il suffit de l'étudier. Ok ? C'est une des raisons pour laquelle on va dire c'est que ça m'a apaisé sur un sujet qui me tenait à cœur fut un temps, c'est de comprendre mais pourquoi est-ce qu'on a beau dire dans la communauté agile de manière récurrente que la méthode agile, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que dans la plupart des organisations, on parle toujours de la méthode agile ? D'accord ? Pourquoi ? Simplement parce que la réalité sur ce sujet-là a été co-construite en fait, dans la plupart des organisations. D'accord ? Donc c'est une manière en fait, de comprendre cette dimension de co-construction sociale en fait, de la réalité. Ce qui veut dire que la réalité n'existe pas du coup. Ok ? Alors on ne va pas débattre philosophiquement dessus, mais c'est juste de comprendre en fait quel est le point de vue qu'on va avoir après sur les problématiques. Hein, d'accord ? Ça change pas mal de choses. Et donc les principes généraux, quand on est dans le mouvement un peu du constructionnisme social, c'est qu'on va plutôt travailler dans la création de sens. D'accord ? Donc je mets les termes en anglais qui sont en dessous. Et le travail sur les communautés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dans la conversation qu'on va réussir en fait, à accompagner et à gérer la transformation. Pas juste en disant c'est ça qu'il faut faire. D'accord ? Ce qui est important, en fait, c'est de travailler sur les conversations. Donc, en tant que constructionniste social,
moi-même, d'accord, quels sont, on va dire, quelques petits principes que j'essaie de mettre en avant. La première chose, c'est que on a une posture critique vis-à-vis du savoir considéré comme acquis. Dit autrement, quand on nous dit ça a toujours été comme ça, d'accord, la question qui se pose, c'est quelle est l'histoire qu'il y a derrière et qu'est-ce qui fait que ce truc-là, tu penses que c'est la réalité. D'accord, c'est toujours en fait remettre en question ce que l'on considère en fait être acquis. Sans pour autant dire que ce n'est pas la réalité, c'est juste de dire et si c'était autre chose. Deuxième élément, donc une attention à la spécificité historique et culturelle. D'accord, c'est ce qu'on met derrière quel est le contexte, mais parce qu'il y a une histoire avant, c'est ça qui peut nous permettre de comprendre en fait le présent et potentiellement le futur. Et enfin, un intérêt pour le langage. D'accord ? Encore une fois, la vérité n'a pas beaucoup de sens en tant que telle, mais c'est quelque chose qui est co-construit par en fait l'organisation. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le langage qui est utilisé, parce que c'est ça qui fait foi en fait à l'heure actuelle. Et donc parce que vous utilisez un langage différent, potentiellement c'est comme ça que vous pouvez en fait réussir à faire shifter une réalité. Ça va jusque-là ? Donc là, ce n'est que le terreau pour la suite. D'accord ? C'est comprendre en fait que ce dont je vais parler, c'est vraiment en fait basé sur ça. Donc là, je vais vous parler des 8 principes que moi j'utilise en fait aujourd'hui et qui me semblent utiles. D'accord ? Quand j'accompagne des individus, des équipes et des organisations. Ce sont ces 8-là. Donc, co-créer le sens, entretenir la relation, développer sa responsabilité, choisir son positionnement, questionner avec curiosité, accueillir la complexité, encourager la réflexivité et faire preuve d'exemplarité. Donc tous ces éléments-là, bien évidemment, on pourrait en fait prendre du temps dessus. Je vais passer assez rapidement, mais c'est pour vous donner en fait un petit peu une idée de ce qui pour moi en fait sont des compétences intéressantes à développer si effectivement vous voulez accompagner des organisations, des équipes, etc. On va passer par les 8. Co-créer le sens, commençons par celui-là. Et bien évidemment, ce sont des lentilles, tout est interconnecté, d'accord ? On garde bien cette idée-là. Co-créer le sens. Gregory Bateson nous dit « Sans contexte, les mots et les actions n'ont aucun sens ». On va prendre un exemple. Si je vous dis « Il est en retard », d'accord ? Et bien évidemment, ça pourrait être « Elle est en retard ». Mettons un peu de contexte. Il est en retard, et la question que je vais vous poser, c'est, voilà, je vous dis ça, je vais juste vous donner des éléments de contexte. Ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que vous vivez cette première phrase. D'accord ? C'est quel est le sens que vous donnez à cette première phrase. Donc, il est en retard, c'est la première chose. Mais la deuxième, l'élément de contexte, c'est la culture de l'entreprise dans laquelle cette personne est, c'est arriver en retard et mal vu ici. Donc, quand je vous dis « il est en retard », vous allez le vivre d'une certaine manière. Il est en retard, mais il est connu pour toujours être à l'heure. D'accord ? Ça donne un sens encore différent. Il est en retard, mais il vient d'apprendre un décès dans sa famille. Il est en retard, mais il m'a prévenu la semaine dernière qu'il serait en retard. Il est en retard, et le jury ne l'attendra pas. Dit autrement, ça contextualise encore plus cette phrase par rapport à un épisode particulier. Il est en retard, mais personne n'est encore arrivé. Et enfin, il est en retard pour son anniversaire, c'est la meilleure. D'accord ? En tout cas, le message qu'il y a derrière, c'est que le contexte a énormément de valeur et juste de travailler sur le contexte est déjà en fait une action d'accompagnement. D'accord ? Donc comprendre que le contexte est créateur de sens. Juste parce que vous avez le contexte, ça vous permet en fait d'aider à naviguer et à créer le sens en fait commun. Et donc parce qu'on réussit à créer un sens, naturellement derrière, on génère des actions. C'est ça qui est assez intéressant. Le fait, donc ça c'est un type d'intervention qui est un petit peu différent, c'est que lorsqu'on donne un sens particulier à une situation, on a naturellement des actions qui vont nous venir en tête. Il arrive souvent qu'on veuille être générateur d'actions. D'accord ? Et on fait réfléchir les gens sur des actions. Alors qu'en fait, en termes d'accompagnement, en tout cas c'est ce que moi j'essaie de faire au maximum aujourd'hui, c'est comment est-ce que je travaille plutôt sur le contexte, comment est-ce qu'on essaie de naviguer ensemble sur le sens de la situation telle qu'elle. Et en fait, les actions souvent sont assez naturelles. D'accord ? C'est une autre manière en fait d'appréhender la chose, tout simplement parce qu'on est dans le constructionnisme social. Si on n'est pas d'accord sur ce qui est,
C'est beaucoup plus difficile en fait, de mettre en œuvre en fait, des actions cohérentes. Et pour ça, donc, je vous avais dit, hein, il va y avoir des modèles. D'accord, donc quelques modèles par-ci par-là. Donc, qui vient de Pierce et qui vient donc d'un gros outil qui s'appelle CMM, donc The Coordinated Management of Meaning, qui nous pose un outil qui est the Hierarchy Model. Et en fait, c'est une sorte d'oignon où justement, ça vous donne des clés sur les différents niveaux de contexte que vous pouvez en fait adresser. D'accord ? Donc, c'est différentes couches de contexte pour donner du sens aux histoires et aux actions. Donc, juste un exemple, c'est par exemple, vous avez quelqu'un qui arrive avec un problème et vous pouvez en fait poser des questions sur ces différents niveaux de contexte. D'accord ? Donc, vous avez la partie culture, c'est quelles sont les règles implicites, qu'est-ce que personne ne dit, mais qui est une réalité. D'accord ? La relation, bah tiens, j'ai un problème pour faire telle chose, etc. Mais ok, avec qui tu dois faire ça, pour qui tu dois faire ça, etc. Donc, travailler sur la relation. L'identité, quel est le problème si toi tu ne fais pas ça ? Comment te vois-tu dans l'organisation par rapport à ça ? Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Que représente ce moment pour vous ? La partie épisode, c'est par exemple quand je vous parlais le jury ne t'attendra pas. C'est parce que c'est un moment particulier qui fait que des fois, on a du mal à gérer une situation. Et enfin, l'acte de parole, c'est qu'est-ce qui est dit. On travaille sur le langage. Donc ça, c'est différents niveaux de contexte sur lesquels en fait on peut travailler. Ça va jusque-là ? On va supposer que oui. Très bien. Donc ça, c'était le premier point. D'accord ? Le premier principe pour moi, c'est vraiment travailler sur le contexte et co-créer le sens. Ça aide en tant qu'accompagnant, ça permet de mieux comprendre et naviguer dedans. Et ça permet en fait aux personnes qui sont accompagnées aussi d'avoir ce travail de réflexivité. Le deuxième est particulièrement important pour moi, ils sont tous importants pour moi, mais celui-là, il l'est tout particulièrement. Faire preuve d'exemplarité, donc, en tant qu'accompagnant. D'accord ? Albert Schweitzer nous dit « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer les autres, c'est la seule. » Pourquoi c'est important ? Parce qu'en tant qu'accompagnant, on n'a pas de pouvoir hiérarchique, souvent en tant qu'externe. Donc en fait, nous n'avons qu'un pouvoir d'influence. Et exactement comme les parents ont un pouvoir d'influence sur leurs enfants, si on ne montre pas l'exemple, c'est beaucoup plus dur derrière en fait, de générer un changement ou d'aider en fait, le changement. Et donc pour moi, s'il n'y a qu'une règle dans cette exemplarité, c'est d'être cohérent quand on fait les choses. D'accord ? Ça veut dire que quand je parle de timebox et de facilitation, ce serait bien de finir à l'heure. Quand je fais des réunions, quand je dis et que je parle d'orientation client, ce serait bien de m'intéresser à la vie des autres. D'accord ? C'est-à-dire que si j'impose des choses, je ne m'intéresse pas à la vie des gens qui sont accompagnés. Je pose juste ça comme ça. Quand je parle de simplicité, ce serait bien que je parle sans jargon, d'accord, et que je puisse être compris par les gens que j'accompagne. Quand je parle de valeur agile, ce serait bien que je parle plus d'individus et d'interaction que de processus et d'outils. Quand je parle de Kanban et de limites, ce serait bien que je termine ce que je commence. Et quand je parle de responsabilité et de courage, ce serait bien que je sache me mouiller aussi. En tant qu'accompagnant, d'accord ? Parce que souvent, en tant que coach, on est dans la safe zone, d'accord ? On n'a pas les problèmes directement. Mais comment est-ce que je me mouille quand c'est difficile ? D'accord ? Et comment est-ce que je montre l'exemple que le courage, c'est ça en fait aussi, d'accord ? Donc, ce ne sont que des exemples parmi d'autres, d'accord ? Mais pour moi, c'est ça. Comment est-ce que je suis cohérent dans la manière dont j'accompagne et par rapport à ce que j'essaye de promouvoir, ok ? Entretenir la relation. Entretenir la relation, troisième point. Gaston Bachelard nous dit c'est la relation qui illumine l'être. Le premier point pour moi dans la relation, c'est comment est-ce que j'apprends à connaître mon interlocuteur. Donc c'est très lié à co-créer le sens, parler du contexte. Qu'est-ce qui fait que la personne est là ? Qui elle est ? Donc vous voyez les différentes couches de contexte, c'est ça qui me permet de mieux comprendre en fait qui est mon interlocuteur ou mon interlocutrice. C'est le premier élément qui me paraît important. Le deuxième, c'est toujours de clarifier les objectifs et le mandat. Là, vous imaginez que vous êtes en train de contractualiser, d'accord ? Pas forcément au sens financier, mais vraiment au sens de quelle est l'intervention qui va être amenée. Parce que souvent, les personnes vont venir avec une demande.
D'accord? Typiquement, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre Safe en place? Bien sûr, ce n'était qu'un exemple parmi d'autres. Hein, d'accord? L'idée, c'est toujours de clarifier les objectifs et le mandat. D'accord? Donc, les objectifs, c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et le mandat, c'est qu'est-ce que moi, vous m'autorisez à faire? D'accord? Entre guillemets. Hein, c'est ça un peu la différence. Et parce que, justement, vous allez questionner la chose, vous allez avoir un regard critique sur la demande, sur le besoin. C'est comme ça que vous allez commencer à continuer à travailler le contexte. D'accord? Mais c'est une manière aussi de commencer à interagir. Vous n'êtes pas juste en train de vendre. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je fais, moi. Ce qui est important, c'est commencer à travailler, en fait. C'est une manière, en fait, de naviguer et de commencer à cadrer, en fait, la mission en fait, telle que vous allez la réaliser. Et enfin, pour moi, le dernier élément qui est important, c'est d'aider aussi l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui est en face de moi à me connaître moi, qui je suis. C'est-à-dire que si moi j'interviens avec cette personne, cette organisation, ce ne sera pas pareil que si une autre personne intervient. Ce n'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est différent. D'accord ? Et comment est-ce que je peux le faire? C'est juste en montrant un peu de vulnérabilité. Dit autrement, moi ce que j'ai tendance à dire, moi ça c'est plus ma spécialité, ça je suis moins bon. D'accord? Et ça je le dis en entretien dès le départ. Je peux le faire sous un certain angle, mais ma spécialité, c'est plus ça. Et en faisant ça, pour moi, c'est ce qui me permet de créer, justement, en tout cas j'essaye au maximum, de créer une relation unique et authentique avec chacun de mes interlocuteurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai donné un peu de moi, et donc de l'autre côté, j'espère en fait qu'ils donneront un peu d'eux. Et c'est comme ça que je peux plus facilement en fait, comprendre ce qui se passe et naviguer avec eux. Donc créer la relation, c'est vraiment quelque chose qui me paraît aussi essentiel. Ça va jusque-là? Développer sa responsabilité. Il y a des gens qui ont, par tout hasard, vu une conférence sur la responsabilité. Merci. Vous êtes un tout petit peu, c'est bien déjà. Donc je vais pas m'attarder dessus très longtemps. Victor Hugo nous dit « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». Bien évidemment, aujourd'hui, lorsque je parle de responsabilité, je parle du processus de responsabilité notamment. Donc, assez rapidement, le processus de responsabilité qui vient d'un monsieur qui s'appelle Christopher Avery nous décrit au travers de ce poster-là des états mentaux dans lesquels on passe lorsque, justement, on a un problème. Problème qui a la différence entre ce que l'on veut et ce que l'on a. D'accord? Chose qui arrive tout le temps. Et on passe par différents états mentaux, d'accord, pour atteindre ce que l'on appelle l'état mental de responsabilité. L'état mental de responsabilité, c'est là où on est fort de toutes nos ressources et on a cette capacité à répondre aux situations, d'accord, d'agir, de prendre l'initiative, etc. Parce qu'on fait ce que l'on veut. On sait ce que l'on veut, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. D'accord ? C'est ça en fait ce qui est en haut. Tous les états en bas sont toutes les manières que l'on a de gérer le stress généré par le problème. D'accord ? Donc, dit autrement, quand vous êtes en dessous de la ligne, vous parlez plus du problème que vous résolvez le problème. Ok ? Et pour information, ça c'est bonus, je n'ai pas le temps est là. Ok ? Donc, la thématique autour de la responsabilité, donc c'est vraiment pour vous donner des pointeurs, c'est de travailler sur la différence entre responsabilité et redevabilité. Donc, responsabilité, c'est cette capacité en fait à agir, à se mettre en mouvement, d'accord, à regarder plutôt dans le présent et dans le futur que dans le passé. Et c'est plutôt en fait une habilité individuelle, mentale du coup, mais c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement. La redevabilité, c'est plus un périmètre d'action. C'est pour ça que je parle de mandat. Je parlais de mandat tout à l'heure. La redevabilité, c'est qu'est-ce que vous devez en fait aux personnes et qu'est-ce qui est attendu de vous. D'accord ? C'est souvent ça qu'on met derrière responsabilité d'ailleurs. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Et c'est justement faire la différence entre les deux. Ça nous permet en fait de travailler les deux en fait en parallèle. Okay? C'est ça cette thématique autour de la responsabilité. Et donc en fait cette thématique autour de la responsabilité et de la redevabilité, en fait, c'est de travailler autour de la liberté et de la sécurité. C'est ça qui est intéressant. Quand je vais vers plus de responsabilité, je développe plus de liberté. C'est bien ce que Victor Hugo nous a amené dans le sens. Et lorsque je travaille ma redevabilité, je travaille sur ma sécurité, tout simplement parce que je sais ce qui est attendu de moi. Donc je sais quels sont les contours de ce que je dois faire. Maintenant, à moi de décider ce qui me paraît être le plus pertinent à faire dans ce contour-là.
D'accord ? Et si j'ai pas peur, c'est plus facile de développer ma responsabilité. D'accord ? Donc les deux se nourrissent. Donc liberté vs sécurité. Et donc développer ses responsabilités pour moi, s'il y avait qu'une chose à retenir, c'est comment est-ce que j'agis avec intention. D'accord ? Lorsque j'agis, je sais pourquoi est-ce que j'agis, et donc j'en assume les conséquences. C'est principalement ça. Ça va ? Je fais un résumé. Vous avez du contenu en ligne si vous voulez sur ce sujet-là, mais c'est pour vous expliquer en fait ce qui pour moi est important. Pardon ? Oui, je vous ai menti. J'en avais un. Questionner avec curiosité. Ça va jusque-là ? On est là à peu près à la moitié. Questionner avec curiosité. Donc, Albert Einstein nous dit l'important est de ne jamais cesser de poser des questions, ne perdez jamais une sainte curiosité. Donc, on va justement parler d'une sainte curiosité en tout cas. Et donc, je vais vous séparer en fait deux curiosités. Donc, une curiosité qu'on peut considérer comme linéaire. D'accord ? C'est quoi la curiosité linéaire ? C'est simplement celle où vous posez une question, mais vous savez déjà quelle réponse vous voulez avoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Je ne sais pas, genre, pour les accompagnants, mais... Par exemple, est-ce que tu ne penses pas que, ou tiens, votre délit, il se passe comment ? Ou, je ne sais pas, effectivement, c'est des questions où vous savez déjà que vous avez une réponse, ou en tout cas, vous avez déjà un avis. D'accord ? C'est ça qui est important. Dans la linéaire, la problématique principale qui est générée, c'est qu'il y a une dualité vrai-faux. D'accord ? Parce que vous posez une question et vous avez déjà un avis, d'accord ? Quand vous avez une réponse, en fait, d'un coup, ça va basculer d'un côté ou d'un autre. D'accord ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et le problème derrière ça, quand on agit en tant que consultant au sens conseil, d'accord, c'est qu'on va avoir tendance à générer une interaction qu'on appelle instructive. Parce que je sais ou je pense savoir ce qui est vrai, je vais te dire ce qui est faux chez toi. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Donc ça, c'est dans la partie curiosité. Quand vous posez des questions, vous allez sentir ça. D'accord ? Le côté, je te pose une question et grosso modo, j'essaie de voir en quoi tu es dans le mauvais chemin. Et moi, je vais te remettre dans le bon chemin. C'est ça le côté linéaire. D'accord ? Donc en fait, ce qu'il faudrait essayer en fait, de limiter, c'est cette partie dualité. Ou cette vision qu'on a des fois des problématiques en est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Vous allez voir que c'est dans le niveau de gris que tout se joue. Donc c'est ça qui est problématique. Et donc l'invitation, c'est plutôt d'aller vers la curiosité donc circulaire, que l'on peut appeler esthétique. D'accord ? Esthétique, pourquoi ? Simplement parce que si on prend, je vais descendre d'un cran, ce qu'on entend derrière le circulaire et l'esthétique, c'est que c'est une curiosité qui va essayer de chercher quels sont les patterns qui connectent. Ça vous parle quand je dis les patterns qui connectent ? Parce que c'est très anglais comme manière de formuler la chose. C'est de comprendre qu'est-ce qui fait sens dans tout ce qu'il y a, de tout ce que je suis en train de voir là. Il y a quand même quelque chose qui fait sens. Si ça vit, c'est que ça fait sens. Je vous fais le lien avec la partie esthétique. La partie esthétique, quand vous regardez en fait une œuvre d'art, d'accord ? Donc l'art est très subjectif, hein, d'accord ? Mais c'est comme les patterns qui connectent, hein, vous verrez que c'est très subjectif. Dans l'esthétisme, qu'est-ce qui est intéressant en fait ? C'est de voir comment est-ce qu'un ensemble de couleurs crée un sens particulier chez vous. Ça va quand je vous dis ça ? Quand vous regardez en fait une œuvre d'art, c'est parce que des fois ça va vous parler, parce que la manière dont c'est fait, ça va se connecter d'une manière qui va créer en fait du sens chez vous. Et des fois, ce n'est pas le cas. D'accord ? Et donc dans une organisation, dans une équipe, pour un individu, etc., ce qui va être intéressant dans la curiosité circulaire, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a des choses qui se connectent. D'accord ? Des fois, il y a des personnes qui vont nous dire des choses en fait, qui sont totalement opposées, mais malgré le fait qu'ils nous disent des choses opposées, il y a bien quelque chose qui est cohérent dans tout ça. Et c'est ça qu'on va chercher. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose en termes d'approche que de chercher une dualité vrai-faux. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? C'est qu'en gros, tout est ce qui est, mais comment est-ce que ça crée un sens commun ? Une manière en fait, de faire ça, c'est d'utiliser des métaphores. Ça peut nous aider en fait, à avoir quelque chose de précisément vague, et c'est dans ce flou en fait, qu'on peut réussir en fait, à trouver du sens. Et cette curiosité circulaire nous permet d'avoir d'autant plus d'alternatives d'action. Tout à l'heure, on avait du vrai-faux.
Vrai-faux, généralement, parce que c'est faux, voilà la vérité, entre guillemets, que je pense être la bonne. Mais justement, quand je regarde tous les patterns qui connectent, j'ai plein d'alternatives qui arrivent. Donc c'est avoir plus d'options, dit autrement. Donc je crée des hypothèses, et je peux user de mon imagination. D'accord ? Et pour user de mon imagination, une question qui est très très forte, et dont j'ai pu expérimenter la puissance il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une question qui commence par « et si ?» Vous mettez ce que vous voulez derrière. D'accord ? C'est étonnamment puissant, en fait, juste de commencer comme ça. Ok ? Et ça enlève tout l'enjeu, parfois, qu'il y a dans certaines situations difficiles. D'accord ? Vous pouvez essayer juste d'utiliser ça. C'est assez intéressant de voir ce qui peut en générer. D'accord ? La curiosité, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, je trouve, dans le monde de l'accompagnement aujourd'hui. Tant les situations sont complexes, c'est important en fait de réussir à voir les patterns qui connectent. Ça va ? Vous ne vouliez pas avoir le chat encore ? C'est bon ? Ça détend. Encourager la réflexivité. Donc derrière réflexivité, j'entends apprentissage. D'accord ? Et en tant qu'accompagnant, c'est ça l'idée. Si on veut pouvoir s'en aller et générer de l'autonomie, c'est que les personnes ont appris sur leur mode de fonctionnement. Donc Sénèque nous dit la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc Richard Géris nous parle de l'apprentissage en double boucle. Et dans son texte de recherche, il nous dit l'apprentissage, donc pour lui, c'est la détection et la correction d'erreurs. D'accord ? C'est critiquable, mais on va partir de ça. Ok ? Et il nous décrit donc deux aspects. Donc il y a un apprentissage en boucle simple et un apprentissage en double boucle. L'apprentissage en boucle simple est très orienté action. D'accord ? J'ai appris à faire le mouvement. Donc il y a quelque chose de très mécanique derrière ça. Par exemple, on m'a appris que le délit, c'était à telle heure et je devais faire telle ou telle action, par exemple. D'accord ? Donc je sais le faire. J'ai appris à le faire, mais je le fais de manière mécanique. D'accord ? Et bien sûr, le délit n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le double loop learning, c'est quoi ? C'est orienter sens puis action. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est adaptatif. D'accord ? Mais si vraiment vous lisez en fait l'article, donc je vous mets toutes les références en bas. D'accord ? Vous pouvez toujours aller chercher. C'est même pas orienté sens, c'est même orienté croyance. Donc il y a vraiment quelque chose d'interne qui se génère. C'est comment est-ce que justement j'agis avec intention, dit autrement, mais j'agis avec quelque chose en fait qui est adaptatif. Donc bien évidemment, le premier orienté action est beaucoup plus rapide, d'accord, mais ne vous attendez pas en fait à ce que les personnes aient cette capacité en fait, à s'adapter en les accompagnant juste en fait à apprendre d'une manière mécanique. D'accord ? Donc vous avez cette double loop learning. Bien évidemment, en tant qu'accompagnant, ce que je cherche au maximum à développer, c'est plutôt la double loop. Ce qui ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, mais c'est ce que je cherche en fait à faire. Et donc pour vous orienter dans cette direction-là, un autre modèle qui était le domaine de questionnement en fait, de Lang, Little et Cronen nous donne 3 domaines de questionnement. D'accord ? Le premier, il l'appelle le domaine de la production. Le domaine de la production, donc les thématiques qui émergent dans le domaine de la production, c'est thématique de l'objectivité, de la vérité, de l'instruction, de l'ordre. C'est ça les thématiques qu'il y a derrière. Des exemples, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qui doit être impliqué ? C'est quoi la date ? Quelle est la règle à suivre ? D'accord ? C'est le domaine de la production. Je fais quelque chose. Donc, quelles sont les questions qu'on pose ? D'accord ? C'est ça les domaines de questionnement que je vais vous amener. Donc, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à quels sont les genres de questions que vous posez le plus souvent. Vous allez voir dans quelle direction vous orientez l'apprentissage en fait, des personnes. Ça va ? Domaine de production ? Vous avez le domaine de l'explication. Domaine de l'explication, les thématiques, c'est les thématiques des histoires. Quelles sont donc les vérités possibles ? Le domaine de la réflexion, il s'est passé ça. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui vient de se passer ? C'est ça, l'explication, j'explique. Domaine de la curiosité. D'accord ? Donc, quels sont les contextes qui sont en jeu ? Qui pourrait-on impliquer d'autres ? D'accord ? Vous voyez, tout à l'heure, c'était qui est-ce qu'on implique ? Là, c'est qui est-ce qu'on peut impliquer de plus ? Comment pourrait-on faire autrement ? Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas pareil en termes de type de questionnement. Et enfin, vous avez le domaine de question de l'esthétique. Donc, vous voyez qu'il y a des termes qui reviennent.
qui est plus sur des thématiques de l'éthique, de la cohérence, de la finalité, de la réflexivité. Donc la différence de la réflexion est basée sur ce qui vient d'être fait, la réflexivité est plus globale. D'accord ? Que peut-on espérer de cette situation ? Projection plutôt vers l'avenir. Qui souhaites-tu devenir ? Quel pourrait être le meilleur résultat de tout cela ? D'accord ? Ce sont des exemples. D'accord ? Vous voyez les 3 domaines ? Questionnement, production, explication, esthétique. Donc ce ne sont pas en fait les mêmes genres de questions. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les questions que vous entendez le plus ou quelles sont les questions que vous posez le plus. Et c'est ça en fait qui vous permettra de potentiellement en fait agir un peu plus sur la double loop. Donc si on devait les réunir ensemble, bien évidemment l'esthétique inclut les 2 autres, ou en tout cas comprend les 2 autres. Et donc si on revient sur ça, single loop learning, pour vous c'est quoi le domaine de questionnement principal ? On est d'accord. Et pour le double loop learning ? Il n'y en a que 3, hein, donc... en fait, c'est l'esthétique, l'explication et la production. D'accord ? C'est ça qui est problématique, c'est qu'en fait, souvent, dans beaucoup d'équipes que j'accompagne, donc souvent, j'arrive après d'autres gens. C'est assez rare que je sois le premier. D'accord ? Donc, j'arrive après d'autres gens. Et en fait, quand je les questionne, souvent, les questions auxquelles les personnes peuvent répondre sont les questions en fait, de production. Ils savent ce qu'ils font. Après, pourquoi est-ce qu'ils le font ? C'est plus compliqué. Mais parce que souvent, avant, peut-être que les personnes ont été accompagnées comme ça, peut-être. D'accord ? Et donc le travail, pourquoi est-ce que c'est bien les 3 ? C'est que ça ne suffit pas de parler juste de qui tu voudrais devenir, à quoi ça pourrait ressembler, etc. Ce qui est important, c'est d'aller en fait, de descendre l'écran et d'amener à l'action. D'accord ? Parce que c'est quand on arrivera à l'action qu'on rend les choses concrètes. Question juste par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois peut-être une volonté de l'entreprise que de rester qu'en production ? C'est-à-dire que le travail d'accompagnement ne peut pas se limiter à ce que tu viens de dire, à être contraint à rester sur la gauche. Si l'accompagnement est bloqué, on peut peut-être pas aussi amener les questions. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut retravailler le contexte. D'accord ? Et c'est travailler le contexte, les objectifs et le mandat. C'est pour ça en fait que la partie entretenir la relation est importante dans ce cadre-là. Parce que souvent, effectivement, on peut vous demander, voilà, moi ce que je veux, c'est que tu me déploies du safe. C'est typiquement là, la demande. Alors que beaucoup, je suppose, la première question qu'on va poser, ok, mais en fait, vous voulez faire quoi ? C'est quoi que vous voulez atteindre ? C'est ça en fait qu'on est en train de faire quand on travaille sur ça. Et après, en quoi en fait ce truc-là, ça va vous aider ? Et potentiellement, ok, allons-y, d'accord ? Mais si tu ne questionnes pas, tu t'enfermes directement en fait dans la production et tu risques d'avoir des impacts plus négatifs parce qu'en fait, tu génères des robots et des zombies plutôt que d'avoir des gens qui ont cette capacité d'autonomie. Et c'est ça qui crée l'incohérence dans le message de l'agilité qui crée des équipes autonomes, etc. C'est pas le cas quand tu questionnes qu'en production. Accueillir la complexité. Je vais accélérer un tout petit peu parce qu'il s'avère que voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Accueillir la complexité. Pour la partie complexité, il y a plein de modèles qui existent. Je vous en pose juste un qui me paraît utile. D'accord ? Vous allez voir que c'est principalement pour essayer de sortir de la dualité vrai-faux. D'accord ? C'est principalement ça. Milan Kundera nous dit « La culture est basée sur l'individu. Les médias mènent vers l'uniformité. La culture éclaire la complexité des choses et les médias les simplifient. » D'accord ? Accueillir la complexité, ça veut dire que parfois les choses ne sont pas si simples. D'accord ? Et c'est OK. Un outil que je trouve particulièrement intéressant pour commencer à voir ça, c'est ce qu'on appelle la Polarity Map. Ça parle à des gens ou pas ? Donc c'est bien en tout cas qu'il y ait au moins un bras. Vous avez un article descriptif en dessous si vous voulez aller plus loin. Très rapidement, la Polarity Map, c'est très simple. C'est parfois vous avez des problématiques, vous avez l'impression que vous oscillez entre 2 solutions. D'accord ? Typiquement, est-ce que je dois manager plutôt... Est-ce qu'on doit agir en promouvant l'individuel ou est-ce que je dois manager en promouvant en fait le collectif ? D'accord ? Vous avez peut-être une idée. D'accord ? Est-ce que je dois promouvoir la compétition, la coopération ? D'accord ? Il y a des avantages et des inconvénients en fait des 2 côtés. Et on a souvent tendance à dire c'est ça. D'accord ? Et puis à un autre moment, on va dire et maintenant c'est ça. D'accord ? Et en fait, on oscille, c'est-à-dire que le problème est toujours là. Mais on oscille. Et en fait, la Polarity Map nous permet de le voir dès le début. D'accord ? Donc vous avez un pôle A, un pôle B. Et très simplement, vous avez en fait les avantages et inconvénients des 2 côtés. D'accord ? C'est principalement ça que l'on fait.
Mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en tant qu'acteur du changement ou en tant que personne qui veut changer, la problématique, c'est qu'on peut avoir tendance à regarder les situations comme ça. C'est-à-dire que par exemple, je suis dans une entreprise, je vois tous les problèmes, donc je suis là. Et donc je vais avoir tendance à ne voir que les apports des nouveaux trucs que je veux amener. D'accord? Par exemple, les gens ils n'arrivent pas à parler ensemble, etc. Je vais mettre de l'agilité, et l'agilité va sauver le monde. Pardon. D'accord? Donc je ne vois que ça. Le problème, c'est qu'en face, vous avez des gens comme ça aussi. D'accord? Ils disent, c'est très bien chez nous, en fait. D'accord? Ça se passe très bien. Et en fait, toi, ce que tu me proposes, voilà les problèmes que je vois. D'accord? Mais généralement, je ne vais même pas aller les voir parce que je suis un peu trop flippé. Je préfère rester là. D'accord? Ça vous parle, cette opposition? D'accord? Et en fait, ce que donc Barry Johnson qui a amené ça, ce qu'il nous propose, au travers de la Polarity Map, c'est comment est-ce que justement j'ai une vision d'ensemble, d'accord? Non seulement des avantages et des inconvénients des deux parties, mais pour tout le monde. Comme ça, au moins, on voit la même chose, et donc c'est plus facile d'agir. Et la métaphore est intéressante. C'est-à-dire que je suis toujours là, agent du changement, d'accord? Donc je vois les problèmes qu'il y a au niveau du pôle A. Donc moi, je voulais aller là, avant. D'accord? Mais vous voyez bien que si je vais là, je me heurte à un mur. D'accord? Donc, à la différence d'aller dans cette direction-là, ce que je fais, c'est que je monte d'abord. D'accord? Et quand je monte, je vais d'abord discuter avec les gens, les gardiens de la tradition. Je vais se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est bien chez vous? D'abord. Qu'est-ce qui marche bien? Parce que si ça marche bien, autant le garder et on ne va pas le changer. D'accord? Et de cette manière-là, parce que je crée une alliance ici, je transforme le mur en pont. D'accord? Et je vais avec eux pour voir, ok, qu'est-ce qui vous inquiète dans la dimension de ce que je veux changer avec vous, etc., ou ce que l'on veut changer ensemble. C'est plus facile de remonter ensemble pour voir en fait les intérêts. D'accord? C'est une démarche en fait qui est intéressante lorsqu'on veut amener en fait un changement qui est plus complexe que juste simplement une réponse qui va finaliser votre problème. D'accord? Et donc le travail sur la Polarity Map, c'est comment est-ce que je peux maximiser les bénéfices des deux pôles et limiter en fait au maximum les points négatifs. On ne pourrait jamais en fait avoir tout juste, mais comment est-ce qu'on maximise les avantages et on diminue les inconvénients. Pour ça, il y a une grande question qui se pose souvent pour les accompagnants, c'est celle-ci. Ça vous parle ou pas? Consultant, coach, est-ce que je donne des conseils, est-ce que je pose des questions, etc. Ouais. Du coup, moi j'ai un avis sur ce sujet, qui n'est que le mien, d'accord. Mais pour ça, je vais vous faire une métaphore. Donc moi, une manière de répondre à ça, en fait, c'est j'utilise la métaphore du muffin. D'accord? J'aime bien manger. Mais mis à part ça, pourquoi? D'accord? On va regarder plutôt les désavantages. D'accord? C'est plus facile de regarder au niveau des désavantages des deux. Imaginez en fait que le muffin, c'est un conseil. D'accord? Conseil généralement qui n'a pas été demandé. Je le mets dans la bouche de quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, il y a deux choses. Soit la personne s'étouffe, d'accord? Mais c'est ce qui se passe. Et vous voyez bien que quand des fois on donne des conseils qui ne sont pas demandés, les organisations, elles le vivent mal à l'intérieur. Donc elles le prennent, elles l'appliquent de manière mécanique souvent, et elles le vivent mal. Pardon? Et il y en a certains où ils vous le recrachent à la tête, d'accord? Et souvent, c'est le consultant qui est arrivé, il se fait sortir parce que ça ne marchait pas, d'accord? Donc voilà le risque, en tout cas. Okay? Donc ça, c'est le risque pour le conseil. Risque pour la question, c'est une personne qui vous dit « j'ai faim ». D'accord? Qu'est-ce que tu as pour moi? Et lui dit « mais toi, tu veux manger quoi ?» Mais en fait, j'ai faim, est-ce que tu peux me proposer un truc? Mais toi, tu veux manger quoi? Vous voyez en fait ce côté de la question qui est parfois très frustrant. En fait, vous avez l'impression d'avoir juste une porte en face de vous, d'accord? Donc ça, il faut faire attention. Donc en fait, en utilisant cette métaphore-là, l'idée c'est quoi? C'est de choisir la voie du milieu, entre guillemets, qui est comment est-ce que j'utilise un plateau où je pose les muffins dessus. Non seulement je peux poser mes idées à moi, potentiellement je peux faire émerger en fait les idées des autres, et ensemble, c'est qu'est-ce que toi en fait te paraîtrait le plus intéressant maintenant que tu vois l'ensemble. Et donc je fais bien le choix du muffin qui me paraît le plus intéressant. Et dans ce cas-là, pour moi en tout cas, vous maximisez les avantages, vous diminuez les inconvénients. Ok?
Ok, donc c'est juste, voilà, moi, une manière pour moi de travailler sur ce sujet-là. Karine, il me reste 5. Choisir son positionnement. On va faire au mieux. 5, c'est sur les 55 ou 5, c'est sur les 60? Normalement, c'était 50. Je me suis fait rappeler avant. Pardon. J'ai laissé 5 de plus. C'est gentil. Choisir son positionnement, c'est le dernier. Le positionnement. Donc, il y a une théorie du positionnement. Donc, juste avant ça, Tahassine Ferra nous dit « L'ombre renseigne toujours sur la position du soleil ». Donc, vous allez voir que le thème du positionnement est super intéressant aussi. Donc, il y a une théorie du positionnement qui vient de Lagenhove qui nous dit que le positionnement, c'est la construction d'un discours, d'une histoire personnelle qui rend les actions d'une personne intelligibles et dans laquelle les membres de la conversation ont des localisations spécifiques. Ça m'a fait plaisir de l'écrire, mais je suis d'accord que c'est imbitable. Hein, d'accord ? Donc, je l'ai simplifié pour vous. En gros, quand je parle, je me positionne, moi et les autres, dans la situation que j'expose. D'accord ? Et c'est quelque chose qui est assez intéressant de se dire qu'à chaque fois que vous parlez, grosso modo, il y a un positionnement qui se crée. D'accord ? Et on le fait inconsciemment de manière générale. Mais quand justement on intervient, si on veut agir avec intention, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je choisis le positionnement que je veux avoir pour avoir le maximum d'impact. Donc il y a peut-être justement, vous connaissez peut-être un positionnement particulier qui est celui-là. D'accord ? Donc ça, c'est un modèle parmi d'autres, hein, d'accord ? Mais ce sont des positionnements. D'accord ? Donc le triangle dramatique de Cartman, donc un positionnement de victime, va naturellement créer des positionnements de sauveurs et des positionnements de persécuteurs. D'accord ? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est juste pour vous illustrer en fait l'idée. Donc la triade position, action, scénario, c'est juste pour dire que parce que je choisis ma position, ça génère en fait des typologies d'action et ça crée une histoire autour de ça. D'accord ? C'est ce qui renforce en fait le positionnement. Donc mon message, en termes de mode de positionnement, vous en avez deux. Vous avez un positionnement de premier ordre, un positionnement de deuxième ordre. Le premier ordre, c'est quoi ? C'est un positionnement qui est tacite. C'est le côté un peu inconscient de la chose. D'accord ? Je parle et je l'accepte tel quel. Typiquement, tu fais le compte-rendu ? D'accord ? Quand je dis ça, tu fais le compte-rendu, c'est que je considère que j'ai le droit de te demander ça. D'accord ? Et que toi, tu pourrais en fait être en mesure de le faire. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce côté tacite. Et donc ça, c'est les positionnements de premier ordre, quand on accepte un truc de manière naturelle. Il y a le second ordre qui est intentionnel et réflexif. Dit autrement, je ne suis pas ta bonne. D'accord ? Dit autrement, le positionnement de second ordre est intéressant simplement parce qu'en fait, vous re-questionnez le cadre de la relation sous un certain angle. D'accord ? Donc, moi, c'est juste ça, hein, le message que j'ai pour vous, c'est quand je parle, je me positionne, moi et les autres, en fait, dans une situation, et donc, comment est-ce que je re-questionne si ce positionnement-là ne me convient pas ? C'est juste ça, la partie second ordre. Et donc, il existe des dimensions qui sont intéressantes, donc il n'y en a que quelques-unes que je vous décris, que sont l'autopositionnement forcé, qui est un petit peu lié au tacite. D'accord ? C'est comment est-ce que je suis positionné, moi, de manière générale, mais c'est souvent lié à une personne d'autorité. Par exemple, j'interviens dans une mission, on me positionne dans un certain angle. D'accord ? Est-ce que je l'accepte ou pas ? C'est autre chose. L'autorité, donc, c'est quelqu'un qui peut, ou je considère qu'il peut effectuer des jugements moraux, sans ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. D'accord ? Par rapport au mandat et aux objectifs. Pour les gens qui sont externes, ça génère souvent, il faut que je rende des comptes par rapport à ce qu'on m'a demandé. Pour les internes, c'est souvent comment est-ce que j'aide à la prise de décision. Donc ça c'est pour la partie autopositionnement forcé. Et donc le dernier, qui est l'autopositionnement délibéré, qui est véritablement ce que je vous invite à développer de manière générale pour vous sentir aussi plus libre. L'autopositionnement délibéré, c'est une expression de votre identité personnelle, d'accord ? De dire, en fait, moi, je suis là pour ça. Et voilà qui je veux être dans cette situation-là. C'est un engagement à atteindre un but précis parce que je décide de mon positionnement, je décide des actions qui sont derrière et de l'histoire que je veux créer. D'accord ? C'est ça qu'il y a derrière. Et enfin, pensez que si vous décidez de votre positionnement, ça peut être intéressant de se positionner de manière stratégique. Je me positionne aujourd'hui en tant qu'externe, qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Vous voyez, stratégiquement parlant, c'est vachement intéressant de se poser comme ça, où je me pose en positionnement de ex-manager qui a telle connaissance, etc. Est-ce que je me positionne en tant que, etc. Okay ? Donc c'est cette capacité à pouvoir en fait, choisir le positionnement. Et c'est la fin bientôt. J'ai 2 secondes ? 2 minutes.
C'est bon, je l'ai. Donc, ce que je vous ai présenté, d'accord? Donc, il y avait 8 principes qui sont les miens aujourd'hui, mais qui, je pense, peuvent être utiles en fait à un nombre de personnes. C'est quoi? C'est une approche contextuelle de résolution de problèmes. Donc, vous voyez, on travaille sur les problèmes, sur la contextualisation beaucoup, qui est inclusive de la complexité de la condition humaine, dans le sens où justement on accepte qu'il y ait des choses qui n'aient pas de réponse directe, d'accord? Qui est portée sur la co-création de sens. On travaille beaucoup sur la conversation, beaucoup sur le fait de... quand je dis « on », c'est moi avec moi-même, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Portée sur la co-création de sens, permettant d'accroître l'impact et le pouvoir des différentes parties, tout simplement parce que tout le monde est acteur, parce que vous êtes dans la co-création de sens, en fait, tout le monde travaille. D'accord? Mais on est ensemble, en fait, en train de travailler. Et ce n'est pas juste une relation client-fournisseur, on ne peut plus travailler comme ça, en fait, dans la complexité aujourd'hui des organisations. C'est une manière, en fait, d'augmenter l'impact que l'on a, dans un respect donc mutuel et écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être qu'en tant qu'accompagnant, les personnes en tout cas qui font de l'accompagnement ici, vous vous êtes sentis parfois trop happés par une mission ou trop impliqués. Des fois, c'est justement parce que souvent il y a un autopositionnement forcé, tacite, qui n'est pas acceptable. Comment est-ce que je développe ma responsabilité par rapport à ça et comment est-ce que j'ai la conversation? C'est ça en fait qui me permet d'avoir ce recul et cette dimension écologique personnelle. Et tout ça pourquoi? Pour développer ce que moi j'appelle aujourd'hui l'intelligence de l'action. D'accord? Moi, c'est ça que je veux faire en fait dans mes interventions et dans les interactions que j'ai avec les personnes. Et donc, pour vous quitter, une dernière citation d'Edgar Schein. « Faites confiance à vos intuitions artistiques, comme devant une toile blanche, car on ne peut jamais prédire ce qui va vraiment arriver. » D'accord? Malgré tout ça, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, mais au moins, d'accord, vous avez des pointeurs pour augmenter vos chances. Merci beaucoup. Ça va? Super. Donc la journée, si vous voulez échanger, avec plaisir.